Je vais donner d'abord la parole à Mario Gonzalez qui va pouvoir nous faire une présentation succincte évidemment de ce document très important. Et ensuite, je donnerai la parole aux différents représentants des groupes, à commencer, comme vous l'avez indiqué, par Eric Ellers, puis Pierre-Yvain Arnaud, Yann Brossa, Jean-Philippe Davio et Pierre-Yves Bournazel. Et évidemment, on ne limitera pas le temps de parole, mais si les uns et les autres peuvent présenter concomitamment leurs vœux, ce serait parfait. Et je laisse tout de suite la parole à Mario Gonzalez. Merci, Monsieur le maire. Normalement, vous allez pouvoir bénéficier d'une petite présentation PowerPoint. Alors, celle-ci apparaît-elle? Ce sont toujours les grands... Ah, voilà, très bien, parfait. Donc, effectivement, vous l'avez dit, Monsieur le maire, le PLU bioclimatique est un document extrêmement dense qui résulte lui-même d'un processus qui a maintenant plus de 3 ans, d'une concertation très lourde, riche, et il est impossible ici de résumer l'intégralité des modifications qui sont apportées au PLU actuel. Donc nous allons nous concentrer sur l'essentiel et surtout sur ce qui concerne le 18e arrondissement. Cela va de soi. Nous pouvons passer au premier slide. Donc d'abord, rappeler que ce PLU bioclimatique, il ne naît pas de nulle part. Il s'inscrit dans une histoire qui a commencé à être écrite en 2001, puis poursuivie en 2014. Elle a été commencée en 2001 avec une concrétisation juridique, elle aussi en 2006, avec l'adoption du PLU qui est actuellement en cours, et qui avait, je le rappelle, 3 objectifs qui ont porté ses fruits et qui aujourd'hui sont matérialisés dans le 18e arrondissement. C'est le premier objectif, celui d'améliorer le cadre de vie des Parisiens, avec la création de nouveaux espaces verts, le Jardin des Halles, le Parc Chapelle-Charbon, font partie de cette volonté politique inscrite dans le PLU antérieur. C'est réduire les inégalités pour un Paris solidaire, donc c'est toute la politique de logement qui a été initiée depuis 2001 et qui est allée en crescendo. Je rappelle quand même que le 18e arrondissement n'avait que 15% de logements sociaux en 2001, aujourd'hui il en compte 25%. Et enfin, le dernier objectif, c'était Paris Métropole au cœur de son agglomération. Et nous pouvons citer dans cette optique-là, par exemple, la requalification de la porte de la Chapelle en cours ou bien la création du tramway. Donc vous voyez que le PLU antérieur s'inscrit dans une volonté politique et permet des politiques publiques qui visent à changer la ville, qui visent à changer la vie des Parisiennes et des Parisiens. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc nous avons 2 nouveaux enjeux et il faut bien s'adapter. Et il faut bien que la règle, puisqu'il s'agit bien d'une règle que la ville de Paris va se donner, cette règle puisse s'adapter aux nouveaux enjeux, aux nouveaux défis. Nous ne pouvons pas rester immobiles, nous ne pouvons pas nous contenter d'un PLU qui est aujourd'hui obsolète. D'ailleurs, lui-même le prévoyait, il n'avait qu'un horizon jusqu'aux années 2020. Donc il était bien obsolète. Les enjeux qui ont été identifiés, notamment dans le cadre de la concertation, en tous les cas confirmé dans le cadre de la concertation, c'est d'abord naturellement l'enjeu bioclimatique. Il nous faut une ville vertueuse et une ville résiliente. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu du logement et des mixités. Toujours, plus de mixité. Il faut une ville inclusive. Il faut que toutes les personnes qui souhaitent vivre à Paris puissent venir s'installer à Paris. Mais c'est aussi une mixité d'usage avec la production à Paris. Et c'est une ville solidaire. Et enfin, le dernier enjeu, c'est l'enjeu de l'attractivité. C'est une ville qui valorise ses identités urbaines. Quand j'entends identités urbaines, c'est naturellement au sens large. Par exemple, cette notion de ville de quart d'heure qui doit caractériser désormais notre ville. Bref, les objectifs, les enjeux, c'est de Paris une ville résiliente, inclusive et attractive. Et maintenant, nous allons essayer de vous présenter la déclinaison de ces différents objectifs, mais avant quand même, vous rappeler l'extraordinaire travail de concertation qui a été mené depuis 2020. Il y a eu une mobilisation sans précédent des habitants du 18e arrondissement notamment. Vous avez dans le slide plusieurs éléments, j'en citerai quelques-uns. Plusieurs réunions publiques en mairie d'arrondissement.
La mobilisation extraordinaire des conseils de quartier. Je salue les équipes de la démocratie locale et ma collègue Fanny Bénard, avec qui nous avons travaillé main dans la main pour animer ces conseils de quartier. Croyez-moi, ce n'était pas toujours facile puisque les thématiques étaient extrêmement techniques. Et néanmoins, les habitants ont joué le jeu et y ont contribué. C'est aussi les marches exploratoires. Nous avons mené plusieurs marches exploratoires avec des élus, avec des habitants du 18e, avec des associations. Je salue notamment la contribution qui a été faite dans le cahier des acteurs de l'association AZEPNE et de l'association du Vieux-Montmartre, qui sont deux associations qui ont beaucoup travaillé sur le PLU. Je me permets de les saluer ici. Et enfin, ce sont les propositions, puisque tout cela est un travail de co-construction. N'allez certainement pas croire que la ville de Paris et la direction de l'urbanisme auraient décidé tout ça toute seule dans son coin. Loin s'en faut, c'est un véritable travail de concertation. La mairie du 18e a fait une très large contribution qui a entraîné d'ailleurs plusieurs résultats positifs que vous voyez dans le slide. Je ne rentre pas dans les détails. Vous rappelez que le processus n'est pas encore terminé puisque nous avons encore l'enquête publique qui doit être menée, lors de laquelle les habitants pourront encore contribuer avant une validation définitive du PLU bioclimatique en 2024. Maintenant, juste quelques petits focus par rapport à ces trois objectifs que j'évoquais tout à l'heure, à ces trois enjeux. Le premier objectif qui concerne cette ville résiliente, une ville qui doit tout simplement s'adapter au réchauffement climatique et qui doit créer de nouvelles zones de fraîcheur et un nouveau confort en réalité. Donc dans le 18e arrondissement, vous avez la création sans aucun doute du plus grand espace vert qui est prévu dans le PLU bioclimatique, puisque ce sera un grand parc métropolitain de 15 hectares nets pour Chapelle-Charbon. Et ce sera également la naissance d'une trame verte. Et pour le coup, ça c'est une demande de la mairie du 18e, avec la promenade du Faisceau qui irait depuis l'Alpajol jusqu'à Rosa Parks. Bref, c'est une forte demande de la mairie du 18e qui a été entendue. C'est aussi la protection des talus végétalisés. Et vous voyez qu'à la mairie dans le 18e, on innove puisque cette protection des talus et cette végétalisation des talus, elle est d'ores et déjà prévue, notamment dans un nouveau quartier à venir qui est Gare des Mines, où vous le savez, il va y avoir une très forte végétalisation aux abords du périphérique. Toujours dans cet objectif, dans cet enjeu, je vous signale qu'il y a plusieurs espaces verts qui vont être protégés, complémentaires, et que dans le 18e, ce sont 654 espaces verts protégés. Donc vous avez dans le slide les petits points rouges. Il faudrait passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, vous avez les petits points verts, pardon. Et ces petits points verts, ce sont autant d'espaces verts protégés qui peuvent se situer dans l'espace public comme dans des espaces privés. Nous avons notamment pu identifier de nombreux jardins dans des copropriétés, dans des résidences qui, désormais, sont des espaces verts protégés, c'est-à-dire que ces résidences-là ne pourront plus y construire, puisque ce sont des espaces verts protégés. Par ailleurs, toujours dans cet objectif de ville résiliente, il y a une modification à mener dans notre façon de construire. Et cette nouvelle façon de construire, elle s'inscrit dans le PLU, elle est le prolongement, là aussi vous voyez que on ne vient pas de nulle part, elle est le prolongement du plan climat qui avait d'ores et déjà été adopté par la ville de Paris. Alors, ce nouvel mode de construction, ça tombe bien, le 18e arrondissement, on connaît bien. On connaît bien puisque nous sommes en avance. La fin de la démolition qui a été annoncée, je vous le rappelle, le projet phare à Paris de non-démolition et de réhabilitation, c'est Tati. C'est vraiment le projet phare, ça a été le plus gros défi. D'ailleurs, c'est très simple, pour la petite anecdote, sur les 5 candidats, il n'y en a qu'un seul qui a été en mesure de nous présenter une offre technique de conservation, ce qui montre que quand les promoteurs s'en donnent les moyens, ils peuvent le faire. Et c'est bien le cas. Vous avez également la transformation des parkings, j'en citerai 2, Lamarck et Versini, qui sont en cours. Voilà, donc autant d'exemples de la fin de la démolition pour privilégier la réhabilitation. C'est le financement de la rénovation thermique. Dans le 18e, nous en avons de beaux exemples, notamment rue Stephenson. Et je salue ici l'équipe de Coronovon 2 et l'Agence parisienne du climat.
Deux nouvelles règles pour les cœurs d'îlots. Vous le savez, il y a eu une petite polémique à Montmartre sur la construction en cœur d'îlot. Et bien justement, le PLU répond à cette problématique en limitant la construction en cœur d'îlot aux surfaces d'ores et déjà bâties et qui s'adosseraient exclusivement sur des murs pignons. Vous avez également la question des toitures terrasses qui est traitée. C'est la fin du béton. Et alors là, pour le coup, on est vraiment en avance dans le 18e, puisque le quartier Chapelle-Charbon, vous le savez, est un quartier totalement bas carbone, où la plupart des bâtiments sont construits intégralement en bois et les façades en pierre de taille porteuse, ce qui est une grande innovation. Et on peut également citer le projet privé Marcadet Voudéum qui se trouve rue des Poissonniers. On peut passer au slide suivant. Ah si, j'ai oublié de citer également, parce que ça vaut quand même il faut quand même le rappeler. Vous le savez, on va privilégier le branchement au CPCU. Ce sera le cas de tous les nouveaux quartiers qui vont émerger dans le 18e. Mais c'est aussi la centrale géothermie à Arena. C'est comme ça aujourd'hui que l'on construit à Paris. Une centrale géothermie qui va non seulement apporter du froid et du chaud à l'équipement de l'Arena, mais aussi au quartier environnant. Slide suivant, deuxième enjeu, nous l'avons vu, je vous l'ai dit, c'est la mixité, rendre la ville plus inclusive et permettre à tout le monde d'y habiter. C'est le fameux objectif de 40% de logement public, et pas uniquement social, logement public. Donc c'est un objectif audacieux pour rééquilibrer l'Est et l'Ouest de l'arrondissement, mais aussi du 18e arrondissement. Alors, également... est prévu dans le PLU un nouveau mécanisme dont on va très certainement parler tout à l'heure, qui est celui de la servitude de mixité fonctionnelle. C'est un mécanisme qui va contraindre désormais aux promoteurs qui construisent au-delà de 5000 m² à construire pour 10% en logement social. Alors, certains crieront à la fin de la construction et à une entrave inacceptable aux promoteurs. Ça tombe bien, Immobel, qui est le plus gros promoteur belge, a relevé le défi, il l'a parfaitement relevé, et ça s'appelle Tati. Comme quoi, là encore, c'est possible, et il y a bien d'autres exemples à Paris où, au-delà de 5000 m², la ville a réussi à négocier pour la création de logements sociaux. Création d'une zone d'accélération de solidarité. Je rappelle que la zone de déficit à l'ouest du 18e est maintenue. Nous avons obtenu 70 emplacements réservés pour la création de logements, et le BRS est définitivement consacré. Je vous annonce que le 18e arrondissement va être l'arrondissement de Paris avec le plus de BRS, puisque ce seront 50% des futurs BRS de tout Paris qui seront situés dans le 18e. On peut s'en réjouir. Enfin, la question de l'attractivité, la question des identités urbaines, elle passe par la notion et le concept et la politique de la ville du quart d'heure. Faire en sorte que tout Parisien puisse trouver à 15 minutes de chez lui tous les équipements, toutes les offres de loisirs sportives et autres, etc., près de chez lui. Je citerai ici des exemples qui touchent particulièrement le 18e et notamment l'interdiction des meublés touristiques. Sur l'interdiction des meublés touristiques, je précise un élément important pour vous montrer que l'on va très loin. Vous savez que dans les meublés touristiques, il y a la possibilité de compenser aujourd'hui, une compensation qui coûte cher et qui permet de financer des logements. Cette compensation ne sera même plus possible. C'est-à-dire que là où désormais il y a une activité commerciale ou une activité de logement, il n'y aura pas de compensation possible, et ça concerne Montmartre, une partie de Grande Carrière et une partie de la Goutte d'Or. Là aussi, on peut s'en réjouir, pour protéger naturellement le logement et les activités touristiques. Toujours dans la protection du commerce, nous avons été à l'initiative à la mairie du 18e, avec l'aide de mon collègue Jean-Philippe Davio, nous avons permis la protection de nouvelles rues. Et elles sont importantes, je crois qu'il y en a plus de 40 dans le 18e arrondissement. Donc là, vous avez le petit schéma, il faudrait passer au slide suivant. Toutes ces lignes rouges, vous voyez, ce sont des nouvelles protections commerciales. Soit ce sont de nouvelles rues protégées, soit ce sont de nouveaux types de protections. Je citerai notamment la rue Mira ou la rue Stephenson, mais surtout la rue Mira, qui, elle aussi, est la conséquence logique d'une politique de réhabilitation de tout un quartier depuis 2001. Également, la réglementation de certains quartiers, notamment des débits de boissons. C'est le cas du l'angle Clignancourt-Ramey. Et là, je me tourne
mon collègue Kevin avait, puisque c'est un secteur que nous avons défini ensemble. Et puis ensuite, protection des ESS, notamment de la Louve et de l'hôtel entreprise Urban Lab qui se situe rue René-Clair. Voilà. Et enfin, toujours dans cette ville inclusive, nous avons obtenu plusieurs emplacements réservés pour des équipements, 8 pour la santé, 3 pour le sport et la jeunesse, 2 pour la petite enfance et 1 pour le social. Nous avons ciblé 12 sites pour de la logistique urbaine. Je dis bien, nous avons ciblé, parce que ce n'est pas automatique que nous les ayons, mais voilà, en tous les cas, elles sont empastillées. Et nous avons 4 sites qui ont été identifiés pour maintenir des équipements culturels. Je finirai avec un autre point particulier dans le 18e, qui est celui de la protection du patrimoine et notamment de Montmartre. Nous avons travaillé en écoute avec l'association du Vieux-Montmartre, qui a été extrêmement constructive. Premier point important, le PLU antérieur avait déjà une protection particulière au profit de Montmartre, qui était déjà très conséquente et qui instaurait quelque chose de très novateur à l'époque, qui était cette protection à la parcelle, c'est-à-dire que l'on allait identifier pour chaque parcelle le gabarit, le couronnement et le conserver. Désormais, nous avons une protection un peu accrue, d'abord par les règles générales, puisque je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs règles de construction qui sont beaucoup plus sévères désormais en termes d'élévation, en termes de densification, en termes de conservation de pleine terre, qui vont bénéficier aussi à Montmartre. Vous avez également de nouvelles protections du patrimoine de la ville de Paris, au total 534 dans le 18e, dont 404 à Montmartre. Et sur ces 404, il y en a 24 nouvelles. Et normalement, il devrait y en avoir d'autres, puisqu'on a reçu un petit courrier de l'association du Vieux-Montmartre avec 10 autres nouvelles adresses que nous allons très certainement appuyer. Voilà. Et autre élément important qui préfigure un peu ce PLU bioclimatique, c'est que nous avons une institution telle que la Commission du Vieux-Paris qui travaille, et on peut s'en féliciter, avec l'Agence parisienne du climat. Ça n'allait pas de soi, et pourtant la collaboration s'est faite. Pourquoi ? Parce que dans ces quartiers historiques, la réhabilitation thermique, eh bien, il faudra la faire aussi. Et malheureusement, parfois, il faut passer par l'extérieur. Donc il faut trouver des moyens qui soient respectueux du patrimoine, respectueux de l'identité architecturale, mais qui en même temps assurent aux habitants un confort qui leur est dû. C'est tout l'objet de ce travail en commun, on peut s'en féliciter. Et enfin, je vous annonce qu'un travail est en train d'être mené avec l'association du Vieux-Montmartre pour que Montmartre, en plus de la protection du PLU bioclimatique, soit l'objet d'une aire de mise en valeur spécifique du patrimoine, qui est un dispositif mis à disposition par l'État et qui permettrait de protéger encore plus le quartier de Montmartre. En tous les cas, vous avez ici en annexe la carte de Montmartre avec toutes les nouvelles protections. Certes, elle n'est pas lisible, mais sachez qu'elle existe et que vous pourrez la consulter. Enfin, et j'en finis par là, l'attractivité dans le 18e arrondissement, elle passe par les OAP, c'est-à-dire les orientations d'aménagement et de programmation. C'est en réalité tout le projet Paris Nord-Est qui se décline sur plusieurs quartiers que vous connaissez bien, Gare des Mines, Hébert, Gare du Bois, Chapelle-Charbon, Jardin des Mécanos, Cap 18, le site de la RATP. Ce sont autant d'OAP qui illustrent, qui sont une déclinaison de ces objectifs du PLU bioclimatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu le PLU bioclimatique pour déjà préfigurer ce qu'il serait. En termes bioclimatiques, la création d'espaces verts, 1,3 hectares au Jardin des Mécanos, la création d'un square à Hébert et d'une promenade du Faisceau, également d'une place verte à Gare des Mines. C'est l'imposition de nouveaux modes constructifs. Je rappelle Chapelle-Charbon et les enjeux très, très, très élevés que l'on s'est fixé en termes de bas carbone. C'est aussi des quartiers qui, en termes d'inclusion et de mixité, vont permettre la création de logements sociaux, mais aussi des logements à l'accession à la propriété, du BRS et de nombreux équipements, des écoles, des commerces, des établissements de santé, des espaces sportifs, des espaces pour les jeunes. Et enfin, c'est une identité urbaine préservée dans chacune de ces OAP, puisque l'esthétique parisienne est désormais pleinement assumée, la pierre de taille, le bois, les corniches, les encadrements en bois. C'est un nouveau rapport au paysage ferroviaire, là aussi on peut s'en féliciter, la ville qui s'ouvre au paysage ferroviaire et le paysage ferroviaire qui dialogue
avec cette ville, c'est le quartier Hébert, c'est le quartier Jardin des Mécanos, et c'est aussi la défense de produire à Paris, puisque contrairement à ce que l'on peut entendre ici ou là, il ne s'agit pas du tout de défaire Cap 18, bien au contraire, il s'agit de préserver cette fabrication à Paris, non seulement à Cap 18, mais aussi dans le quartier Hébert et dans le nord du futur quartier Gare des Mines. Vous le voyez, dans le 18e arrondissement, nous sommes parfois même un petit peu en avance par rapport à ce PLU bioclimatique. Et si vous voulez vous en convaincre, je ne peux que vous inviter à aller à l'exposition qui se tiendra du 5 au 17 juin à la mairie du 18e, Adapter, construire, vivre le 18e, où toutes ces thématiques sont abordées dans le détail, et vous aurez également une série de conférences auxquelles je vous invite à participer. Voilà, Monsieur le maire, un bref résumé pour le 18e arrondissement. Merci beaucoup. C'était pas facile de résumer en aussi peu de temps l'ensemble des évolutions de ce PLU qui marque bien la transition depuis le début des années 2000 et l'évolution logique de nos politiques publiques. Alors, je vais donner successivement la parole à Éric Ellers, Pierre-Yvain Arnaud, Yann Brossa, Jean-Philippe Davio et Pierre-Yves Bournazel. Et ensuite, je dirai sans doute un mot, et Mario pourra répondre en même temps aux différents vœux qui ont été présentés par les groupes. Et donc la parole est à Éric Ellers. Merci, Monsieur le maire. Et tout d'abord, merci d'avoir permis l'organisation de ce débat en dérogeant aux règles habituelles de notre règlement. Cela en valait la peine, et c'est bien de pouvoir parler beaucoup plus librement d'un sujet aussi important, sans en abuser du temps de parole, bien entendu. Je souscris à ce que vous avez proposé, à savoir que j'interviendrai sur la délibération et également la présentation des vœux, qui est intégrée à mon exposé. Mes chers collègues, que voulons-nous faire de la capitale de la France, que de nombreuses personnes considèrent comme la plus belle ville du monde? Comment vivre, travailler, apprendre, se détendre pour des millions d'habitants et de visiteurs? C'est ce que nous sommes chargés d'élaborer avec le nouveau PLU de Paris. Le PLU est probablement le document à valeur réglementaire dont l'impact est le plus colossal, puisqu'il va déterminer les conditions de vie des Parisiens, influer sur la valeur des biens immobiliers, l'attractivité des quartiers et de toute la capitale. Or, cet exercice se fait un peu à la sauvette. Vous avez bien voulu, Monsieur le maire, et encore une fois, nous vous en remercions, lui faire l'honneur d'ouvrir les débats de notre Conseil ce soir, mais vous admettrez qu'imposer aux élus d'examiner des centaines de pages de règlements, de cartes, de tableaux en moins d'une semaine ne témoigne pas d'un grand sérieux de la part de la maire de Paris. Pour avoir connu la méthode employée par un de nos prédécesseurs, même un de nos illustres prédécesseurs, pour l'élaboration du premier PLU de Paris, à savoir M. Jean-Pierre Caffet, qui était adjoint à l'urbanisme du maire de Paris, je peux vous assurer que l'exécutif, à cette époque, était autrement respectueux du travail des élus, notamment de ceux de l'opposition qui ont pu, à cette époque, disposer des moyens utiles pour étudier et contribuer à cette démarche de manière sereine. Mon intervention abordera donc quelques aspects saillants du projet de PLU, sans prétendre à l'exhaustivité, à travers 3 thématiques essentielles, sur chacune desquelles nous avons déposé 3 vœux qui feront l'objet d'amendements en Conseil de Paris, en finissant avec la question des secteurs d'aménagement. La première thématique concerne le logement. En portant l'objectif d'atteindre 40% de logements publics à Paris en 2035, c'est presque une soviétisation de l'habitat que la majorité veut imposer. Nous n'estimons pas qu'habiter dans un HLM soit l'objectif d'une vie et l'horizon indépassable d'un parcours résidentiel. De plus, les outils pour y parvenir risquent de se révéler très contre-productifs, non seulement de bloquer le marché immobilier, mais encore de restreindre la volonté des propriétaires de réaliser des travaux lourds, des réhabilitations ou des extensions de leurs immeubles, afin de ne pas tomber sous le couperet qui les obligera à affecter un pourcentage supérieur de surface destinée à du logement social. Nous estimons qu'il faut garder un juste milieu et qu'il faut au contraire
s'attaquer aux ghettos et aux poches de précarité. C'est la raison pour laquelle nous vous soumettons un vœu visant à réduire le pourcentage de logements sociaux dans ces situations, dans un objectif de mixité sociale et dans l'intérêt des personnes les moins favorisées qui y résident, afin de niveler les quartiers dans lesquels elles habitent vers le haut. Nous avons également déposé un deuxième vœu visant à faire de la lutte contre la vacance un outil important pour amoindrir la crise du logement, en réorientant le pastillage des immeubles vers ces situations. Nous avons conscience que la lutte contre la vacance est difficile. Nous savons l'expérience qui avait été tentée au début de la mandature de Bertrand Delanoë et qui n'a pas été couronnée de succès pour diverses raisons sur lesquelles nous pourrions revenir ultérieurement. Un troisième vœu, portant sur la thématique du logement, propose de changer de logique en matière de préemption et d'y recourir uniquement dans les cas d'insalubrité, de marchand de sommeil, de vacances durables ou de péril. Le deuxième thème concerne la mixité fonctionnelle et le commerce. Le projet de PLU vise à préserver et améliorer la mixité fonctionnelle à Paris. Vous nous l'avez rappelé, Monsieur Gonzalez. Cette mixité des fonctions est une des caractéristiques les plus appréciables de la capitale. En certains endroits, malheureusement, elle s'est fortement amoindrie, soit par le développement de la monoactivité, soit par la création de quartiers dortoirs. Nous partageons l'objectif de l'exécutif de préserver et de développer cette mixité fonctionnelle, mais nous sommes plus que réticents sur l'imposition d'une servitude dédiée que vous nous avez exposée, servitude de mixité fonctionnelle. Il nous semble qu'elle va bloquer l'évolution du bâti en étant trop contraignante pour les propriétaires et les investisseurs. Nous préférons que la ville incite et accompagne les porteurs de projets qui souhaitent transformer leurs immeubles d'activités ou de bureaux. C'est le sens du vœu ad hoc que nous avons déposé. J'ajoute que la volonté exprimée de préserver le bâti existant, de limiter les démolitions, sera souvent incompatible avec la transformation d'immeubles de bureaux en logements. Cela pour des raisons purement techniques, de structure et de réseau, particulièrement dans les immeubles construits depuis l'après-guerre, qui ne se prêtent guère à ce type de transformation ou alors dans des conditions économiquement peu tenables. Nous avons déposé un vœu relatif à la protection du commerce de proximité, qui est le premier facteur d'animation de nos rues, du moins le premier facteur souhaité d'animation de nos rues. C'est une forme de convivialité toute parisienne que ces commerces de proximité et un élément majeur d'attractivité de nos quartiers. À cet égard, le 18e arrondissement souffre malheureusement d'une forme de ségrégation commerciale entre les quartiers chanceux où cet idéal du commerce à la parisienne subsiste, on pourrait citer la rue Colincourt, la rue du Poteau, et ceux qui en possédaient autrefois et qui en sont désormais durablement dépourvus. On peut citer l'exemple du quartier Amiraux-Saint-Plon. Le seul type de commerce traditionnel qui n'a pas baissé le rideau dans ces quartiers reste les boulangeries. Les autres boutiques ont soit purement et simplement disparu, soit ont été reprises par un type de commerce que certains spécialistes appellent un commerce communautaire, qui crée une forme de monoactivité. Concernant les commerces vacants, nous proposons que soit facilitée l'installation de professions libérales dans ces locaux en pied d'immeuble, tout particulièrement pour les professions de santé dans les quartiers qui en manquent. Troisième thématique, l'architecture et les formes urbaines. À quelques exceptions près, les dernières décennies ne sont pas une réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. Les touristes qui viennent en masse du monde entier ne se précipitent pas pour admirer les bubons jaunâtres de la place Louis Bayot. N'est-ce pas, Monsieur le maire? Je crois que nous partageons la même appréciation sur cette réalisation. Et les Parisiens non plus n'apprécient pas ce type d'architecture. Aussi, la hantise du pastiche a conduit à un autre travers, celui d'imposer
l'architecture dite contemporaine, même si elle peut être médiocre, sinistre et répétitive. Si l'on veut construire aujourd'hui un véritable immeuble haussmannien, c'est interdit par le PLU. Par contre, si on veut infliger un cube affreux, c'est autorisé. Voilà pourquoi nous avons déposé 3 vœux qui visent à corriger ces travers et à rendre possible le retour à une architecture éprouvée pour sa qualité et sa durabilité. Un premier vœu demande l'intégration architecturale des dispositifs techniques. C'est une exigence qui a été accomplie avec succès dans d'autres mairies d'arrondissement et que nous proposons de généraliser en l'inscrivant dans le règlement. Les vœux suivants demandent à faciliter l'usage de la pierre de taille dans les nouvelles constructions parisiennes. Récemment encore, les services de l'urbanisme de Paris décourageaient son emploi au motif que c'est un matériau qui ferait pastiche. Le tout au profit du béton, par exemple, qui, lui, ne subit pas pareil ostracisme. Aussi, un autre vœu demande à ne plus imposer l'architecture contemporaine dans les ensembles d'architecture ordonnancée et les perspectives monumentales. L'histoire de Paris recèle de situations où les architectes ont su intégrer des bâtiments nouveaux dans un contexte ancien. On peut citer le cas de la mairie du 1er arrondissement qui dialogue avec l'église qui est à côté d'elle, de part et d'autre, face au Louvre. Le tout pour un résultat heureux et harmonieux. Un mot sur la densité. Le PLU veut faciliter la densification, les surélévations et les comblements de dents creuses. En soi, ce n'est pas condamnable, évidemment, mais la véritable question est encore une fois l'intégration architecturale, la préservation des espaces verts et d'espaces de respiration, l'atteinte aux vues et à l'ensoleillement du voisinage. Nous sommes donc très réservés sur ces dispositions dont le succès dépend fortement du talent à les mettre en œuvre, ce qui n'est jamais acquis. Enfin, les secteurs d'aménagement et les espaces verts. Le 18e est concerné dans le PLU par le secteur Paris Nord-Est. Les orientations d'aménagement pour ce secteur, telles qu'elles figurent au PLU, comportent toutes les préoccupations et les mots-clés qu'on pourrait espérer et que l'on retrouve à l'époque actuelle, de manière générale, dans les opérations d'aménagement. Aussi, le PLU ne dissipe pas nos préoccupations. Les vastes terrains aménagés sont les plus propices pour créer de grands espaces verts d'un seul tenant, qui offrent davantage de fonctionnalités et de services à leurs usagers que des jardins publics au format de mouchoir de poche. Or, dans le 18e, jusqu'ici, l'action de la majorité a conduit malheureusement trop souvent à l'inverse, avec la création d'espaces verts morcelés, tout particulièrement sur certains terrains de la SNCF qui ont été aménagés au coup, par manque de vision d'ensemble et d'anticipation. La seule exception étant le jardin des Halles. Ces terrains sont les dernières possibilités qui existent pour réduire le déficit de l'arrondissement en espaces verts et en grands espaces verts. Donc ne les gâchons pas. Nous serons très attentifs aux dimensions du parc du secteur Chapelle-Charbon que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur. Lorsqu'on constate la conception ratée du secteur Chapelle Internationale, nous souhaiterions savoir si les dispositions du futur PLU limiteront le risque de renouveler cette erreur récente. Aussi, pour conclure, mes chers collègues, à Paris, nous disposons, sous nos yeux, de la quintessence de ce que l'être humain a pu produire en matière d'architecture et d'urbanisme. Le monde nous l'envie, l'admire et le copie. L'urbanisme haussmannien répond à quasiment toutes les problématiques actuelles. Hyper dense mais hyper attractif, convertible, mixte socialement et fonctionnellement, durable. Aussi, par quel orgueil le PLU ne s'inspirait-il pas de cette réussite pour la prolonger, sans la généraliser, évidemment. N'est pas Haussmann qui veut, et ce PLU, pour toutes les raisons évoquées, ne va pas réparer Paris des maux dont elle souffre, ni insuffler une vision pour que rayonne à nouveau la ville lumière, telle que du moins il est présenté actuellement. Pour ces raisons, nous voterons contre ce projet de PLU. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention précise. La parole est maintenant à Pierre-Yvain Arnaud, puis Yann Brossin, puis Jean-Philippe Davio, puis Pierre-Yves Bournazel.
Merci Monsieur le maire. Merci pour les précédentes interventions. Merci effectivement pour ce débat qui nous est permis d'avoir ce soir sur cette révolution, qu'est le PLU. Longtemps, effectivement, j'entendais l'intervention de mon collègue qui évoquait le Paris capitale, le Paris ville touristique, etc. Moi, je vais vous parler du Paris des habitants. Longtemps, effectivement, Paris a été l'affaire des rois, l'affaire des princes. C'est eux qui décidaient notre ville. Paris a été l'affaire de grands maires bâtisseurs, comme d'autres villes aiment aussi le dire. Nous, simplement, l'écologiste et majorité de gauche ici, nous voulons une ville pour les citoyens et par les citoyens. C'est un changement de modèle que nous impulsons ici. Une ville que nous décidons au travers du travail de nos élus. Je remercie notamment Mario Gonzalez, effectivement, l'énorme travail qu'il a fourni dans le 18e pour parvenir justement à ce résultat ici aujourd'hui. Le travail aussi au niveau central d'Émile Meunier, président de la commission urbanisme et logement, ou d'Anne-Claire Boux aussi, qui a eu une grande attention, j'en parlerai, sur les quartiers populaires, qui sont un enjeu important pour nous dans le 18e et ailleurs aussi. Et puis une consultation qui s'est faite avec les citoyens. Justement, là aussi, on a rompu avec des usages précédents de l'affaire entre soi, de l'affaire dans le bureau du baron Haussmann et de Napoléon III qui dessinait la ville. Effectivement, nous avons fait le choix de la faire avec ses habitants dans des conseils de quartier. Et donc je remercie là aussi, ça a été dit, mais je le redis aussi, le travail fait par l'équipe démocratie locale et notamment Fanny Bernard qui a beaucoup lutté aussi pour que ce travail soit fait démocratiquement avec les habitants. Donc effectivement, nous sommes très fiers d'avoir impulsé un changement très fort, de passer de la ville faite pour et par quelques-uns pour une ville faite pour toutes et par tous. Ça, effectivement, c'est un changement que nous revendiquons. Effectivement, on pourrait être une ville, comme d'autres dans le monde actuellement, que vous aimez beaucoup, celle de la compétitivité, celle qui fait pousser les tours, celle qui, comme Londres, Shanghai ou d'autres, effectivement, montrent leur puissance, des villes d'un capitalisme sauvage, effectivement, qui règne à travers le monde. Nous, Paris a fait un autre choix, c'est d'une ville réaliste. C'est une ville qui affronte les deux grands enjeux qui sont les nôtres actuellement, celle des catastrophes climatiques et celle effectivement du creusement des inégalités. C'est ça notre objectif ici à Paris, c'est de faire face justement à ces questions-là. Donc, je remarque là aussi la passion de la pierre et du baron Haussmann, mais effectivement, moi, basiquement, ce que j'essaie de voir en face, c'est le Paris à 50 degrés. Voilà, c'est plus ça qui me motive quand je vois la ville du futur, c'est-à-dire la ville de maintenant. Le 18e est au cœur de ce renversement. Il est au cœur de ce renversement parce que justement, nous avons souhaité axer ce PLU sur le logement. Et sur le logement public, ça a été dit, pas que sur le logement social, mais le logement public. Et donc, effectivement, je suis fier que le 18e prenne sa part. On le rappelle une nouvelle fois, le 18e manque de logements sociaux. Nous avons du logement privé pauvre, mais nous manquons de logements sociaux. Et donc, pour qui a été ici en permanence logement auprès des habitants, c'est très bien l'urgence de la situation. Et donc, effectivement, je suis fasciné par entendre que pour aider les pauvres, il faudrait réduire les logements qui leur sont destinés. Je pense que je vais essayer ça à la prochaine permanence logement auprès des gens. Je vais leur dire, écoutez, pour votre bien, nous n'allons plus construire des logements pour vous héberger, mais c'est pour votre bien que nous le faisons. Franchement, on va vous aider comme ça. Je tenterai l'explication, puis je vous enverrai la note après pour voir si ça marche ou pas. Donc effectivement, nous avons fait le choix de construire du logement pour tout le monde dans Paris. Nous manquons d'enseignants, nous manquons d'infirmières, nous manquons toutes ces personnes-là à Paris, et nous savons que les grands investisseurs privés ne sont pas ou peu motivés par ces publics-là, et donc nous, la puissance publique, nous sommes fiers, doit prendre le relais et les accompagner dans leur intégration dans Paris. Mais, et je terminerai par ça, nous avons aussi une attention pour les classes populaires. Ces classes populaires, nous les pensons notamment au niveau du périphérique. Effectivement, là aussi, on en revient au baron Haussmann, encore décidément, qui avait décidé de couper la ville en deux, entre sa grande banlieue, effectivement, et son centre parisien, qu'il avait agrémenté de belles choses, repoussant les classes populaires loin, repoussant les parcs et les jardins, les hôpitaux loin du centre-ville. Nous faisons le choix, effectivement, de construire une ville, un vrai tissu urbain, et les quartiers, vous les voyez peu, mais nous les connaissons bien, effectivement, les quartiers qui sont autour du périphérique sont pour nous des quartiers aussi essentiels que les grandes avenues du baron Haussmann ou le centre de Paris. Et donc pour ces zones-là, nous avons décidé effectivement de renforcer la zone de non-constructibilité, c'est-à-dire de permettre effectivement une vraie zone verte
autour de Paris, là aussi, à la place des grands boulevards de béton et d'autoroutes que nous avions auparavant, de permettre de mieux respirer, de simplement de mieux vivre, de pouvoir vivre dans ces quartiers où les pollutions sont très fortes. Nous avons aussi décidé, je suis extrêmement fier, parce que c'est un gros travail qui a été mené et par les écologistes et aussi par tout l'ensemble de la majorité, de voir la ceinture verte sanctuariser là aussi cet espace de vie, de respiration que nous avons dans l'arrondissement. Ça aussi, ça part aux habitants du 18e arrondissement, c'est ce poumon vert, et notamment ceux qui sont à la périphérie de notre arrondissement. Enfin, dernière étape, la démocratie, elle continue. La démocratie, maintenant, elle va passer par l'enquête publique. Nous allons avoir beaucoup de travail les uns et les autres aussi pour la mener dans l'arrondissement. Les habitants vont avoir la main dessus. Nous, aujourd'hui, nous entamons ce processus finalement, mais il ne fait que commencer. Et donc, j'espère que nous tous ici, nous serons au cœur de ce processus. Et puis, je le dis aussi au nom des écologistes du 18e arrondissement, nous resterons vigilants. Les plans, c'est bien, les règlements, c'est très bien, mais l'application reste toujours un enjeu politique aussi très fort. Et donc, voilà, nous serons vigilants pour que ce PLU bioclimatique respecte ses engagements, change la vie des habitants de Paris et soit effectivement leur fierté dans les années qui viennent. Merci beaucoup. La parole est à Yann Brossat. Oui, merci. Quelques mots, au nom des élus communistes et en particulier sur les enjeux du logement. Un PLU, c'est toujours un moment important parce que c'est l'occasion de se pencher sur les orientations qu'on veut donner à notre ville. Et Mario l'a bien dit, on est confronté à des défis en matière sociale, en matière environnementale, qui sont très importants. Et face à ces défis-là, au fond, on a deux possibilités. Soit on décide de laisser faire le marché, choix que font un certain nombre de villes, choix que nous suggèrent un certain nombre d'élus, soit on fait le choix d'un volontarisme politique qui consiste à intervenir sur le marché. Et c'est d'autant plus pertinent qu'on a aujourd'hui des phénomènes qui sont nouveaux. Mario parlait d'Airbnb par exemple, ça n'existait pas quand on a élaboré le PLU précédent. Et donc ça nous confronte à des problèmes que ce nouveau PLU a vocation à traiter. Et dans ce cadre-là, effectivement, le choix est fait de mettre l'accent sur le développement du logement public, du logement social, mais du logement public de manière plus générale, avec l'objectif de 40% de logement public. Je vous ai entendu, M. Ehlers, tout à l'heure, rendre hommage au travail qui a été fait par Jean-Pierre Caffet dans le cadre du PLU précédent. Je voudrais quand même rappeler que vous étiez très hostile au PLU précédent, et notamment très hostile aux dispositions qui étaient contenues dans ce PLU et qui prévoyaient, c'était nouveau à l'époque, nous étions l'une des premières villes à le faire, qu'il y ait un seuil minimal de logements sociaux pour tout programme de logement neuf. Nous avons été la première ville à faire ça. Et beaucoup d'autres villes, depuis, nous ont emboîté le pas, et y compris à l'étranger. Je pense à Barcelone, par exemple, qui a décidé, lors du mandat qui vient de s'achever, que pour tout programme de logement neuf à Barcelone, il y a une part de logements sociaux. Ça vous fait rire. Mais ils n'ont pas voté à droite à Barcelone, vous avez raté un épisode, mais enfin, peu importe, ce n'est pas la seule fois que vous en ratez un. La certitude, en tout cas, que je voudrais affirmer, c'est la nécessité de produire du logement social. Parce que vous dites, magnifique ce discours, vous dites, il faut moins de logement social, j'espère que vous le dites aux demandeurs de logements sociaux, vous dites il faut moins de logement social parce qu'il faut plus de mixité sociale. C'est aberrant. Ce qui tue la mixité sociale, c'est le marché. C'est le libre marché qui tue la mixité sociale. Et toutes les études de l'APUR, il y a encore une nouvelle étude de l'APUR, l'atelier parisien d'urbanisme, qui prouve que si à Paris on a encore de la mixité sociale, c'est parce qu'on a développé le logement social. Et dans les villes que vous dirigez, il n'y a plus de mixité sociale, parce que vous avez tué le logement social et parce que vous faites reculer le logement social. Donc oui, effectivement, nous voulons 40% de logement public. Vous dites, c'est trop, il faut un juste milieu. Excusez-moi de vous le dire, mais 40% de logement public, ça laisse 60% de logement privé. Donc c'est un juste milieu d'une certaine manière. Et par ailleurs, nous avons effectivement besoin, pour atteindre cet objectif, d'un certain nombre de règles nouvelles que ce PLU permet de mettre en place, notamment ce qu'on a appelé la mixité fonctionnelle. C'est-à-dire que quand on produira un immeuble de bureaux neuf, on veut qu'il y ait une part de logement dans cet immeuble, et notamment une part de logement social. Et là aussi, Paris sera la première ville à créer cette disposition
visant à faire des immeubles qui, sur le plan fonctionnel, seront mixtes, puisqu'il y aura à la fois de l'activité, du bureau et du logement social. Voilà en tout cas quelques éléments, mais en tout cas je suis convaincu que c'est un bon PLU qui nous permet d'amplifier des dynamiques que nous avions déjà engagées avec le PLU précédent. Merci beaucoup Yann. Rôle à Jean-Philippe Davio. Oui, merci monsieur le maire. Je voudrais prolonger ce que disait Yann Brossat. En fait, ce PLU, en fait, c'est l'histoire d'une ambition et d'une volonté politique très forte. On l'a déjà entendu, mais je pense que ça se vérifiera dans les mois et les années à venir, puisque, comme s'était rappelé, le PLU sera fonctionnel, si je puis dire, que dans quelques années, après encore des phases de concertation, d'enquête publique, etc. Mais ce PLU va être un modèle qui est d'ores et déjà regardé partout en France et même à l'étranger. Et pourquoi est-il regardé ? Parce que la ville de Paris, la majorité municipale parisienne a voulu aller aussi loin que possible. Aussi loin que possible, et c'est là où je situe cette ambition extrêmement forte. Dans quel domaine ? D'abord, évidemment, dans l'adaptation de la ville à l'enjeu climatique. On le sait maintenant, le changement climatique est irréversible. Dans quelle mesure et à quel niveau cela se situera, on ne le saura que plus tard d'une certaine manière, mais en tout cas cette irréversibilité elle est incontestable et incontestée, et qu'il faut adapter la ville à cette situation nouvelle. Ça c'est la première ambition, et qui se déclinera dans ce PLU dans un certain nombre de dispositions. Et puis il y a une deuxième ambition très forte, c'est le souhait de prolonger ce que le précédent PLU avait déjà initié, et ce qui avait même été initié, je crois, à la fin des années 70 par un autre document d'urbanisme, qui était la volonté de protéger, de prioriser la construction de logements. Et on retrouve, document d'urbanisme après document d'urbanisme, cette volonté-là. Et là où on voit à quel point la ville a souhaité aller loin, c'est dans la recherche d'un équilibre subtil, je dois dire, entre la contrainte que cela occasionne, y compris jusqu'à contraindre des acteurs privés. C'était, rappelez là, cette contrainte nouvelle qui imposera la construction de logements sociaux dans le cadre de construction de bâtiments d'activité. C'était évoqué tout à l'heure par Mario sur les cœurs d'îlots, par exemple. Sur une copropriété privée, eh bien, un cœur d'îlot végétalisé ne pourra pas être remplacé par une construction nouvelle. Voilà, on a un certain nombre de points sur lesquels la volonté politique, et oui, va contraindre un petit peu la propriété privée. C'est assez nouveau, notamment d'aller aussi loin. Je le précise aussi parce que c'est très important. Ces contraintes supplémentaires, d'une certaine manière, on le sait, vont loin, et ont été sécurisées juridiquement par un va-et-vient permanent dans les discussions entre les services de la ville et les services de l'État, pour s'assurer que ces contraintes nouvelles qu'on allait imposer, eh bien, évidemment, ne pourraient pas être contestées sur le plan de la légalité. Mais effectivement, ces contraintes nouvelles, eh bien, parce que derrière tout ça, pourquoi ont-elles été envisagées ? Parce que c'est la question de l'intérêt général. On y est au bout du bout. Et dans toute démarche politique, c'est évidemment cet objectif-là qu'on doit servir. Et là, on a été aussi loin que possible, aussi loin qu'il était possible dans cette idée de préservation de l'intérêt général, à la fois pour que la ville reste accessible au maximum d'habitants parisiens, 40% de logements publics, d'ailleurs ça ne veut pas dire 40% de logements sociaux, on sera déjà à 25% et on va continuer, mais enfin ça n'est pas la même chose. Et je rappelle d'ailleurs à mes collègues de droite dans tous les sens du terme que 70% des Parisiens sont éligibles au logement social. Alors, quand on dit qu'on construit trop de logements sociaux et que c'est au détriment des Parisiens, c'est un non-sens, ça n'existe pas. Le logement social est évidemment un mode de logement qu'il faut privilégier et, excusez-moi de vous le dire, l'intervention de la puissance publique dans le domaine du logement est indispensable. En effet, le marché ne peut pas lui seul réguler la construction de logements, il ne peut pas lui seul réguler la construction de la ville, il ne peut pas lui seul réguler l'évolution de la ville pour s'adapter aux enjeux climatiques. C'est la puissance publique qui peut le faire et ce PLU est l'instrument qui va nous permettre de le faire.
il a été le fruit de discussions, on peut le dire, je vois mon collègue Émile Meunier, Yann, tout ça, assez âpre entre les différents groupes de la majorité, et ça, on peut le dire, parce que chacun a ses priorités, et chacun a des sujets qu'il souhaite porter. Eh bien, ce PLU est le compromis qui permet à la fois que chacun s'y retrouve, mais aussi d'aller vers la préservation de cet intérêt général. C'est pour ça que j'espère que nos collègues, même si j'ai compris que M. Ayers ne pronostique pas le vote favorable de ce PLU, je pense qu'au moins au Conseil de Paris, j'espère qu'on aura une attitude différente de la droite, parce que là, il ne s'agit pas de nos intérêts de parti, de majorité ou d'opposition. Il s'agit de l'intérêt de la ville de Paris, des Parisiens, de l'attractivité de Paris pour les 30 ou 40 ans qui viennent. C'est ça notre responsabilité. Et je crois qu'elle nécessite qu'on aborde ce PLU avec cette perspective-là. Merci beaucoup Jean-Philippe. La parole est à Pierre Bournazel, puis Christophe Girard. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Chers collègues, la majorité municipale a donc annoncé, après des mois d'attente et je dirais de tractations souvent discrètes et secrètes entre groupes de la majorité municipale, son PLU. Et vous annoncez maintenant faire ce que malheureusement vous n'avez pas fait ces 10 dernières années. Aujourd'hui, vous annoncez donc une stratégie de dédensification et de débitumisation, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Je voudrais citer un exemple que les Parisiennes et les Parisiens ont devant eux, la tour Triangle. Qui est-ce, la tour Triangle? C'est Madame Hidalgo et c'est la majorité municipale qui en portera le bilan. J'ai participé avec force et conviction à vous faire reculer sur le stade Championnet avec des milliers d'habitants et le groupe écolo. Ça n'a pas toujours été le cas, la stratégie de dédensification. Il y a eu des projets pour bétonner notre 18e arrondissement. Je pourrais vous parler du stade Ménilmontant dans le 11e arrondissement, où comme président de groupe, j'ai mené le combat, là aussi avec des milliers de Parisiennes et de Parisiens, et également le groupe écolo. Je pourrais citer beaucoup d'autres cas similaires. Je voudrais vous citer, si vous le permettez, 2 phrases. La première, je la cite, « Pour moi, la ville écolo, c'est la ville dense ». La seconde phrase, « Que Paris se dédensifie, c'est une bonne nouvelle ». Quelle différence entre ces 2 phrases? Pas l'auteur, car il s'agit bien de la même personne, même si les propos sont complètement contradictoires. Il s'agit de Madame Hidalgo, maire de Paris. La seule différence, c'est la date politique de l'oxymore. 2 éléments marquants de votre gestion. Tout d'abord, un chiffre. La capitale a gagné 3 millions de mètres carrés construits en 10 ans. On veut donc dédensifier et ne pas bétonner. Un constat également. Derrière la com qui est faite, le nombre de mètres carrés de bureaux est passé de 15,5 millions à 21 millions de mètres carrés depuis 2014. Non, il ne faut plus effectivement densifier Paris. Non, il ne faut plus bétonner Paris. Depuis plus de 10 ans, je me bats contre l'hyperdensification et le bétonnage de Paris. Et je pourrais même demander des droits d'auteur, car dans mon livre en 2019, je dénonçais cette hyperdensification bien seul avec les élus écologistes de Paris. Ce qui manque dans ce PLU, c'est la dimension. Mes chers collègues, est-ce que vous croyez que l'on va continuer comme ça longtemps? Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir lutter contre le réchauffement climatique à l'échelle de Paris? Est-ce que vous croyez qu'on va résoudre les questions de rayonnement et d'attractivité à la seule échelle de Paris? Est-ce que vous croyez qu'on va régler les problèmes de logement et de mobilité à l'échelle de Paris? Il est urgent de mettre en place le Grand Paris. Il est urgent d'avoir un plan local d'urbanisme du Grand Paris, d'être à la bonne échelle, à la bonne hauteur de vue, pour mener des politiques publiques efficaces qui produisent des résultats en matière écologique et en matière de logement, par exemple, obtenir satisfaction dans l'intérêt des habitantes et des habitants. Que l'on habite Saint-Denis, que l'on habite Montreuil, Neuilly-sur-Seine ou Paris intramuros, nous avons le même destin commun. Nous devons demain avoir les mêmes politiques publiques et le même centre de décision. En matière de logement, il y a beaucoup de caricatures. Et elles sont bien partagées. Parce que on voit bien qu'il y a parfois des tentations idéologiques.
Et on ne peut pas dire, comme je l'entends parfois, qu'il faudrait diminuer le nombre de logements sociaux. On a besoin effectivement de logements sociaux à Paris. Mais ces logements sociaux doivent être dans l'équilibre de la répartition géographique et dans l'équilibre des attributions. Mais on a besoin de logements sociaux à Paris. Ce n'est pas parce que dans l'opposition qu'on doit faire exactement l'inverse de ce que dit une majorité. Il faut être dans la pondération et la justesse de ses propos pour mener une politique publique dans l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens. De la même façon, sur les mobilités, j'ai des désaccords profonds avec la gestion de Mme Hidalgo. Mais je le dis à certaines et à certains, quand on évoque le périphérique, oui, il va bien falloir faire évoluer ce périphérique et en faire évoluer ses usages. Oui, la priorité sera bien au transport en commun, au taxi, au covoiturage. Sinon, on ne construira pas la lutte contre le réchauffement climatique et on n'arrivera pas à trouver des solutions à la hauteur. Alors, j'ai des critiques à émettre sur ce PLU, mais j'ai aussi quelques points à souligner positifs. D'abord, les dispositions particulières dans ce plan local d'urbanisme, notamment pour Montmartre. Je porte là aussi depuis des années avec constance et cohérence, avec des associations, des propositions très fortes pour Montmartre. Je crois que ce gros travail qui a été porté par les associations a été entendu. Je voudrais noter aussi que le PLU oblige l'utilisation de matériaux biosourcés dans les nouvelles constructions. Nous le réclamions depuis de nombreuses années, nous obtenons ainsi satisfaction. Nous ferons d'ailleurs au Conseil de Paris la semaine prochaine des propositions aussi, des propositions fortes sur la valorisation de la pierre de taille. Et là, je crois que le groupe Changer Paris est sur le même positionnement. Au Conseil de Paris, j'ai déposé avec mes collègues du groupe indépendant et progressiste des amendements. Je voudrais en citer quelques-uns, ils sont nombreux. Le classement de la petite ceinture et de l'ensemble des TEP en zone urbaine verte. La priorité absolue donnée à la plantation en pleine terre. Un plan de végétalisation des boulevards des Maréchaux. Une règle claire. Pour un arbre abattu, 2 arbres similaires replantés. Évidemment, nous devons d'abord éviter l'abattage. Ce devrait être d'ailleurs le premier principe. Augmentation plus forte de la part de surface d'espace libre de construction par rapport à celle avant travaux. L'amélioration de l'acoustique des logements pour lutter contre le bruit, qui est facteur de nombreuses maladies sur le plan psychologique et physique. Le fléchage des rez-de-chaussée vers les professions de santé ou la garde d'enfants. Nous devons aussi protéger nos cinémas indépendants et nous ferons là aussi des propositions extrêmement fortes. Ces propositions seront autour d'une vision de Paris, d'une vision pour plus d'écologie, plus de végétalisation, plus de lieux dédiés à la culture et au sport, plus de qualité architecturale dans les nouvelles constructions et de matériaux écologiques, plus d'investissements pour la rénovation thermique, à commencer par nos logements sociaux, pour des questions sociales d'abord et humaines, quand on voit dans certains logements sociaux de bailleurs des situations inacceptables, comme dans notre cher 18e arrondissement, plus de respect et de protection de notre patrimoine et de nos commerces de proximité de qualité qui sont aussi l'âme de Paris. Nous aimons Paris, et c'est bien cela qui compte. Nous aimons les Parisiennes et les Parisiens. Nous devons leur offrir une vision claire de l'avenir, avec une bonne gouvernance, en les écoutant davantage, en les associant davantage à la construction des décisions. Et il faut une volonté de faire FER et de faire FAIRE. Il faut aller donc plus loin, plus vite et plus fort. Nous ne pouvons plus attendre. Nous ne pouvons à ce stade donc pas voter le PLU. Nous attendons de vous et de la majorité municipale d'entendre nos propositions pour une ville véritablement écologiste, d'une ville qui va de l'avant et qui puisse construire le Grand Paris. Nous ne nous payons pas de mots, posons des actes encore plus forts. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. La parole est maintenant à Christophe Girard. Monsieur le maire, mes chers collègues, il y a un sujet qui dépasse chacune et chacun d'entre nous et doit nous élever, et non pas nous diviser, mais nous rassembler, c'est bien le réchauffement climatique et la destruction de notre planète en raison de notre addiction aux énergies fossiles. Alors, si je mentionne
Cela, c'est tout simplement parce que le dernier numéro de Time Magazine a consacré des pages très importantes sur les 5-6 personnes qui aujourd'hui dans le monde, et qui sont toutes très jeunes, sont en train de changer ce combat. C'est Mark Ruffalo, c'est Gloria Walton, c'est Lisa Jackson, Vanessa Nakate qui n'a que 26 ans et plus singulièrement Antonio Guterres. Tout à l'heure, les élus qui sont intervenus, que ce soit Mario Gonzalez, Pierre-Yvain Arnaud, dont la voix de baryton a porté avec force, ou Yann Brossat, ont mentionné en effet les expériences étrangères. Quand vous regardez ce qui se passe dans un pays, en effet, et une ville comme New York, qui est donc construite de gratte-ciel, incontestablement ici, des politiques et des réussites absolument remarquables. Regardez un quartier comme Brooklyn, alors je ne sais pas si on peut le comparer au 18e arrondissement, mais en tout cas en termes de population, ça serait comparable en termes de proportion. Eh bien, un seul quartier, une seule communauté latino a réussi, par sa détermination et son organisation, à construire un réseau à partir d'éoliennes, à partir d'énergie solaire, ce qui fait qu'1,3 million de personnes et logements seront totalement indépendantes dans les mois qui viennent. Donc en effet, franchement, soyons modestes et avançons, je crois que c'est plus que jamais utile. Et puis je vous recommande de lire la lettre très, très intelligente et très forte d'Antonio Guterres, vous savez, le secrétaire général des Nations Unies depuis maintenant 6 ans, qui adresse une lettre à la petite-fille de sa petite-fille, qui donc existerait en l'an 2100, en lui demandant si, lorsqu'elle ouvre la lettre, elle trouve une planète, en effet, que lui et les siens, et nous tous et toutes, auront réussi à préserver, ou si au contraire, c'est un enfer qu'elle découvrira. Voilà. Donc, c'est des documents que j'ai, et je vous recommande d'en prendre connaissance, parce qu'ils sont en effet, ils nous élèvent, et le combat qui est mené ici, qui est certes le combat des élus locaux, est un combat juste, et je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors pour conclure ces utiles prises de parole, je vais peut-être laisser la parole à Mario Gonzalez, et je dirais peut-être un tout dernier mot de conclusion, peut-être. Mario. Monsieur le maire, merci. Alors, je vais répondre d'abord aux 3 thématiques. Merci pour les avoir ordonnées en thématiques, ce qui facilite un peu la lecture. Parfois, la réponse risque d'être un petit peu brutale. Je vous le dis parce que parfois les choses sont déjà prévues dans le règlement et je vais tout simplement vous renvoyer au texte ou je vous enverrai un mail avec les références et vous pourrez les consulter puisque c'est des choses qui ont d'ores et déjà été prévues dans le futur PLU bioclimatique. Alors, sur la première thématique qui concerne le logement, vous évoquez 3 vœux. Un premier vœu sur la préemption qui serait exclusivement ciblée sur des immeubles insalubres. Je vous rappelle que les immeubles insalubres ne font pas systématiquement l'objet d'une préemption parce que ces immeubles sont très souvent sujets à des accompagnements, à des dispositifs qui existent par la ville, qui visent justement à accompagner la copropriété et les copropriétaires à réhabiliter leur logement. Et parfois, la préemption n'est pas forcément le meilleur outil. Et d'autant plus que la préemption, quand c'est une copropriété, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça ne concerne exclusivement que les immeubles. Votre vœu ne concernerait que les immeubles insalubres en monopropriété. Et puis, par ailleurs, je rappelle que le PLU ne vise pas que des immeubles insalubres, mais toute une série d'autres immeubles, pour la simple et bonne raison que lorsque l'on vise un immeuble pour en faire du logement social, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. D'abord le type de propriété, mais aussi le type d'immeuble. Vous avez certaines configurations qui n'existent pas. Je vais vous faire une confession. Moi-même, j'avais ciblé plusieurs hôtels qui étaient en mauvais état dans le 18e arrondissement et il m'a été répondu, et j'ai bien entendu, que techniquement, les hôtels ne sont pas forcément adaptés pour être transformés en du logement familial parce que c'est extrêmement coûteux. Donc, il y a certains hôtels qui peuvent être empastillés parce que leur configuration le permet, d'autres, malheureusement, ne le peuvent pas parce que c'est beaucoup trop cher ensuite pour en faire du logement familial. Donc voilà, la question de cibler un type d'immeuble seulement, par exemple les immeubles insalubres, n'a pas véritablement de sens par rapport à une politique ambitieuse de logement social. Par ailleurs, je vous donne exactement les mêmes arguments en ce qui concerne la question des immeubles vacants, ne cibler exclusivement qu'un pastillage sur des immeubles vacants. Là aussi, les éléments de réponse sont les mêmes.
En ce qui concerne ensuite les questions de mixité et de commerce, alors votre vœu pour faciliter l'installation des professions libérales, nous ne vous avons pas attendu puisque c'est prévu dans le PLU. Effectivement, il est prévu que les professions libérales et notamment les professionnels de santé vont pouvoir s'installer dans un linéaire commercial protégé et donc contourner cette protection commerciale, et l'on ne peut que s'en féliciter puisqu'effectivement c'était un besoin important, et notamment dans le 18e. En ce qui concerne la mixité fonctionnelle, je vais essayer d'aller vite puisque finalement, je vous l'ai déjà dit dans ma présentation, vous considérez à tort que c'est une disposition qui va faire peur aux promoteurs et qui va réduire l'investissement immobilier à Paris. Or, je vous le dis, vous avez un promoteur qui a dépensé une somme colossale, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, je ne vais pas le dire au cas où, mais colossale pour Tati, et qui a relevé le défi, et ça marche. Et permettez-moi de vous dire par rapport à cette mixité fonctionnelle, parce que vous avez évoqué la question de l'accompagnement en disant pourquoi ne pas plutôt accompagner. Est-ce que vous croyez vraiment que dans une ville comme Paris, un investisseur qui a investi plus de 5000 mètres carrés ne va pas toquer la ville de Paris ? Mais évidemment qu'il va toquer à la ville de Paris, évidemment qu'il va toquer à la direction de l'urbanisme. Non seulement il va toquer, mais en plus on a encadré ce type de toquage, c'est-à-dire que désormais vous avez une préinstruction de permis. Et on dialogue avec ces promoteurs. Et on leur fait comprendre. Et les promoteurs ne sont pas des gens obtus, ce sont des gens pragmatiques, ce sont des gens qui sentent aussi les choses, qui sentent que la question de la mixité fonctionnelle, c'est la ville de demain. C'est le fait de faire en sorte qu'il n'y ait pas des quartiers qui soient monofonctionnels. C'est de faire en sorte que dans une ville, on trouve toutes sortes d'offres, toute offre de fonctions, que ce soit habitat, que ce soit bureau, que ce soit production. Ils le savent, et ils sont plusieurs à s'orienter sur cela. Je vous ai cité Immobel, mais il y en a plein d'autres, la file d'attente est longue. Et ils s'adaptent, ils comprennent quels sont les enjeux pour demain. Donc là encore, sur ce vœu, ce serait un rejet, en tous les cas, en ce qui nous concerne. Toujours dans la mixité, vous évoquez la question d'exclure les grandes enseignes. Alors, ça part d'une bonne volonté. La seule difficulté que l'on a ici, c'est qu'on ne peut pas le faire au titre du Code de l'urbanisme. C'est interdit puisque vous ne pouvez pas cibler un type de commerce ou un type d'enseigne. Le Code de l'urbanisme ne nous le permet pas. Donc, malheureusement, ce vœu ne pourrait pas prospérer. Enfin, sur la dernière partie qui concerne l'architecture. Alors, sur l'architecture, je vais partir d'un élément important. Je vous raconte ma vie, monsieur Heller, c'est incroyable. Je vais vous raconter une autre anecdote. J'ai eu une révélation avant même d'être, je crois même, élu. C'était une exposition au pavillon de l'Arsenal passionnante sur les immeubles haussmanniens qui réhabilitaient les immeubles haussmanniens, non pas tant sur la question de l'organisation sociale, qui était une organisation un peu contestable, vous l'admettrez, mais néanmoins qui les réhabilitait sur leurs aspects architecturaux et urbains. Pourquoi ? Parce que vous l'avez très bien dit d'ailleurs, c'est un moyen très utile de densifier tout en créant des logements qui peuvent être transformés en bureaux et inversement. C'est aussi la possibilité d'avoir des immeubles avec plusieurs circulations et c'est aussi des immeubles qui prévoient des appartements ventilés avec plusieurs orientations. C'est exactement ce que l'on vise, et non pas depuis ce PLU bioclimatique, depuis le début de cette mandature, voire un petit peu avant. Je vous rappelle qu'il y a un pacte qui a été signé par ces fameux promoteurs qui, selon vous, seraient en train de fuir Paris. Il a été signé par les plus grands promoteurs et les plus grands constructeurs. C'est le pacte de la construction de Paris, dans lequel ce principe, cette réhabilitation d'Haussmann est consacré. Pierre de taille, bois, appartements multi-orientés, double ventilation, etc., etc. Donc, là encore, sur l'architecture, je suis un peu étonné de vos vœux qui ne semblent pas tenir compte de l'actualité et des événements. Je vous ai cité cela. Vous pouvez même encore aujourd'hui aller au pavillon de l'Arsenal. Vous avez une très belle exposition avec 2 grands projets urbains qui concernent le 18e arrondissement, qui sont le Jardin des Mécanos et Hébert. Vous avez un autre quartier qui est la Messagerie, petite salutation à la mairie du 12e, où là aussi on vous explique ces nouveaux modes constructifs. Et on est extrêmement exigeant par rapport à ça. Extrêmement exigeant. Et alors, Chapelle-Charbon, là, pour le coup, on est dans l'innovation totale, puisqu'on va aller au-delà d'Haussmann. Vous savez ce qu'on va faire ? On va aller plus loin. On va revenir à la paille, monsieur Ehlers. On va revenir à la paille. On va reconstruire des immeubles de 11 étages en paille. Imaginez l'innovation.
Donc voilà, on va même au-delà de Haussmann, nous réhabilitons des techniques qui ont fait leurs preuves, et c'est une très bonne chose. Je rajouterai également... Pas du tout, non, vous n'avez pas du tout compris. Je vais vous dire, non, vous confondez. Non, vous n'étiez pas à ce jury. C'est un système qui d'ailleurs est actuellement à l'étude avec la préfecture, juste une petite parenthèse, c'est un système de paille avec de l'enduit. Il n'y a pas de structure métallique, il n'y a pas de briques. Voilà. Non, pas pour l'école, je ne vois pas de l'école. Voilà, non, je ne vois pas de l'école. Bien, ensuite, dernier point sur la construction. En fait, ce sont des renvois au projet, aux différentes dispositions du règlement. Si vous voulez, je vous les renverrai telles quelles. J'aimerais finir, monsieur le maire, parce qu'il y a des choses qui ont été dites, pour le coup, par monsieur Bournazel, qui m'ont un peu étonné. D'abord parce que j'ai l'impression que finalement, ce PLU bioclimatique, c'est un peu lui qui l'aurait écrit. Ce qui est un peu étonnant, quand même, au regard de ses différents positionnements depuis un certain nombre d'années au sein de cette mairie. Alors, vous évoquez à nouveau ce fameux terme qui commence très sérieusement à ne pas être à la hauteur, si vous me permettez l'expression, qui est celui de débétonner et de dédensifier. Paris est une ville dense, que cela vous plaise ou non. Et parler de dédensification pour une ville comme Paris est tout simplement... Mais Madame Anne Hidalgo peut dire tout ce qu'elle veut. Moi, je dis ce que je veux face à vous par rapport à ce concept. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien avec Madame la maire. Donc, dédensification dans une des villes les plus denses au monde, la 7e ville la plus dense au monde. Cela n'a absolument pas de sens. Ce qu'il faut faire, c'est gérer la densification. C'est gérer cette densité, qui est une densité de population, mais qui est aussi une densité de bâti. Par exemple, dans le PLU bioclimatique, vous vous félicitez de la dédensification, le PLU bioclimatique permet la surélévation. Elle permet la surélévation, mais logement. À la condition de construire des logements et structures en bois. C'est de la densification. Mais en même temps, elle restreint la densification là où il n'y a pas encore de bâti. Protection des cœurs d'îlots. Augmentation de la part de la pleine terre dans les parcelles. Donc c'est une question bien plus complexe qui ne peut pas se résumer à la débétonisation ou à la dédensification, qui sont des concepts, à mon sens, un petit peu trop simples pour une question extrêmement complexe comme celle de la gestion de la densité. C'est justement l'enjeu de ce PLU bioclimatique. Essayez d'y répondre. Pareil, vous vous félicitez parce que vous avez appelé depuis des années à l'utilisation des biomatériaux. Nous ne vous avons pas attendu pour utiliser ces biomatériaux. J'en reviens à ce que je disais à M. Ehlers. Cela fait un petit moment déjà que la ville de Paris privilégie les matériaux biosourcés dans les constructions, qu'elles s'agissent d'équipements publics d'ailleurs, ou de constructions privées. Voilà, donc, et merci à tous les autres pour leur prise de parole pour ce PLU bioclimatique fort enthousiasmant qui participera à l'attractivité de Paris et de notre arrondissement, et l'on peut en être tous très heureux. Merci beaucoup Mario, merci à toutes et à tous. Je ne vais pas intervenir sur ce sujet, j'aurai d'ailleurs l'occasion de le faire au Conseil de Paris, si ce n'est pour remercier très chaleureusement non seulement Mario Gonzalez et les membres de mon cabinet qui se sont beaucoup mobilisés, mais aussi Fanny Bénard qui a veillé à ce que nous ayons une dynamique participative très forte, et Pierre Yvain le disait, on a construit ce PLU aussi avec les habitantes et les habitants du 18e, et puis saluer les nombreux élus du 18e qui se sont mobilisés ici à l'Hôtel de Ville, Émile, Maya, Anne-Claire, Jean-Philippe, enfin tous les autres, parce que finalement, Yann, c'est une construction collective extrêmement importante que nous avons menée. Moi, je n'étais pas élu à l'époque, mais je me rappelle des conditions dans lesquelles le PLU, le très bon PLU de 2006 avait été adopté, et je trouve que aussi bien la modification de 2014 que le PLU climatique de cette année, si le vote va évidemment jusqu'au bout, peut nous amener à une forme de presque de, je sais pas, de bonheur méthodologique, tant la construction a été ouverte. Et je vais rajouter un mot là-dessus. Moi, je ne vis pas comme Pierre-Yves Bournazel ces modalités de discussion. Moi, je trouve que le fait que dans une majorité on soit divers, qu'on ait des approches différentes et qu'on sache les confronter. Confronter, c'est pas un mauvais mot en politique. Et construire ensemble avec des gens qui n'ont pas exactement le même point de départ et qui n'ont pas exactement le même point d'arrivée, c'est justement ce qui permet de mener des bonnes politiques publiques. Et si on avait tous été d'accord, les écolos, les socialos, les communistes et ceux qui ne sont membres d'aucun parti dans cette majorité, avant la construction du PLU, il serait beaucoup moins bon.
et s'il est aussi bon, c'est justement parce qu'il a confronté l'ensemble de ces discussions. Et moi, je ne vois pas du tout ça comme des accords de couloir ou de je ne sais quoi. C'est une discussion ouverte entre partenaires d'une majorité qui se respectent, qui ont conscience de leurs différences et qui savent qu'ils sont plus forts en avançant ensemble. Et moi, je trouve ça absolument formidable. Et c'est sans doute aussi pour ça que ce PLU, il est à la fois aussi exigeant et aussi réaliste. Parce que finalement, le fonctionnement d'une ville, la politique, c'est pas une photographie, c'est un film. Et c'est pour ça que si on prend les déclarations ou les réalités des uns et des autres depuis longtemps, on peut donner le sentiment à un instant T qu'il y a eu des divergences. Mais moi, je vais vous dire, j'aurais voté le PLU de 2006 si j'avais été élu, et je n'y vois aucune contradiction avec le PLU d'aujourd'hui. Au contraire, je considère que si nous n'avions pas fait tout ce que nous avons fait depuis 2001, notamment en matière de rééquipement, en matière de récupération des espaces, eh bien nous ne pourrions pas faire le PLU bioclimatique. Et c'est justement parce que nous avons construit, parce que nous avons négocié avec la SNCF pour récupérer des terrains, parce que nous avons, dans le 18e, presque atteint les 25% de logements sociaux, on était à 12% ici, qu'aujourd'hui, on peut présenter ce PLU. Si on n'avait pas fait les, 5 gymnases, le 122 Poissonnier, les Denettes, Éole, Chapelle Charbon, Hélène Jourda, Rosa Luxembourg et j'en oublie encore, et le square de la Madone, nous ne pourrions pas aujourd'hui présenter ce PLU bioclimatique. Si nous n'avions pas fait les modifications structurelles des modes de déplacement, alors nous ne pourrions pas proposer le PLU bioclimatique. Et donc ce n'est pas une contradiction, c'est une avancée. Parce que la politique, c'est ça, c'est pas de s'arrêter à un moment, c'est de continuer d'évoluer. Et donc le PLU de 2006, il nous a permis d'avancer immensément, et notamment de faire en sorte que Paris soit l'une des rares métropoles du monde à accueillir encore en son hypercentre la diversité de la population. Quand on va à Manhattan, quand on va à la City, quand on va au centre de Hong Kong et même à Tokyo, il y a plus d'habitants dans beaucoup de ces villes. Et quand il y a des habitants, c'est tous les mêmes. La grande différence, et ce qui fait aussi, je pense, l'attractivité de Paris, c'est que nous, on est arrivé à faire en sorte qu'on puisse loger aussi bien des familles très riches, et ça c'est jamais très compliqué, ils vont loger où ils veulent, que des familles très pauvres, que des familles de la classe moyenne. Et ça a été possible aussi grâce au PLU de 2006. Et donc moi, je ne remets absolument en cause rien de ce qui a été fait depuis 2001. Au contraire, c'est en additionnant l'ensemble de ces évolutions que nous pouvons aujourd'hui proposer le PLU tel qu'il a été écrit. Et je pense qu'il y a un peu de mauvaise foi à essayer d'opposer les approches, parce qu'autour de nous, le monde a changé. Il a changé en partie malgré nous, avec la crise climatique, l'accélération du réchauffement et donc la nécessité d'aller encore plus vite. Il a aussi évolué beaucoup grâce à nous, avec les politiques que nous avons menées et qui nous permettent aujourd'hui, par exemple, de ne plus parler que de logement social, mais de parler de logement social et de logement public. Et moi, je le redis ici pour que les choses soient très claires, je n'ai jamais considéré le logement social ou ses habitants comme des problèmes. En réalité, le logement social et ses habitants sont souvent des solutions. Et si on veut que Paris reste une ville mixte, une ville qui s'adapte au changement climatique, une ville qui soit à la fois une immense métropole mondiale attractive et en même temps une série de petits quartiers et de petits villages qui permet à chacun de trouver dans Paris le mode de vie qu'ils cherchent. Tout le monde n'a pas forcément envie d'habiter dans tel quartier plutôt que dans tel autre, et il y a plein de Parisiens qui ont le choix d'où ils habitent et qui décident pour certains d'aller habiter dans le 7e et pour d'autres d'aller habiter à la Chapelle. Et c'est en offrant cette diversité d'offres qu'on restera à Paris, et je pense que ce PLU y contribue très largement. Voilà pourquoi moi je le voterai vraiment avec beaucoup, comme vous l'aurez compris, de bonheur, et que je veux dire un immense merci à celles et ceux qui ont contribué à l'écrire. Et je voulais ajouter l'ensemble des membres de la direction de l'urbanisme, à Emmanuel Grégoire évidemment, et à son cabinet avec qui on a passé des heures et des heures et des heures de réunion, et à l'administration, parce qu'on ne se rend pas compte, mais l'expertise qu'il a fallu pour nous permettre de réaliser cet immense document, c'est la qualité du service public parisien, c'est la qualité des fonctionnaires de la ville de Paris qui l'a rendu possible. Et donc un immense merci aussi à tous ces fonctionnaires sans lesquels nous ne pourrions pas mener nos politiques publiques et qui méritent d'être défendus. C'est vrai pour les agents de la direction de l'urbanisme, comme c'est vrai d'ailleurs pour l'ensemble des agents qui travaillent dans nos cimetières. Mais ça n'a rien à voir. Et donc, je vais vous proposer que nous votions d'abord les différents vœux, puis la DU 33. Donc, le premier vœu déposé par les élus du groupe Changer Paris est relatif à l'accompagnement de la mixité fonctionnelle. Et comme vous l'aurez compris, nous appelons à voter contre. Qui est pour? Qui est contre?
Qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, il n'est pas adopté. Sur le vœu concernant la préservation des ensembles d'architecture, même vote. Sur le vœu relatif au retour de l'architecture en pierre de taille, comme par exemple à l'îlot Fertile, même vote. Pour le vœu relatif à l'intégration architecturale des dispositifs techniques, même vote. Pour le vœu concernant la lutte contre la spéculation immobilière, même vote. Pour le vœu relatif à l'intégration des services de santé, même vote. Pour le vœu relatif à la protection des commerces, même vote. Et pour le vœu sur le prestigiage des immeubles vacants, même vote. Enfin, concernant la délimitation de zones de déficit en logement privé, même vote. Ils ne sont pas adoptés. Je mets aux voix la délibération DU33, révision du PLU, approbation du bilan de la concertation et arrêt du projet. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Il est adopté. Je vous en remercie vivement et je vous dis rendez-vous dans les mois qui viennent parce que comme l'ont dit et Pierre-Yvain et Mario, on n'est qu'au début d'un processus et il y aura encore forcément beaucoup d'évolutions à travers d'abord peut-être le Conseil de Paris et surtout ensuite l'enquête publique et on se retrouvera dans presque un an à la fin de ce processus. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ce débat absolument passionnant.